Bienvenue, c'est le Culture Mag, le moment de vous poser, de découvrir ce qui fait le meilleur des arts et des spectacles ici ou là-bas, au sommaire. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir Omar Souleyman, un chanteur syrien qui fait le buzz. Avec sa moustache et sa djellaba, il animait les mariages en Syrie. Il est devenu la coqueluche débranchée en Occident. Au sommaire également, les chaussures à talons aiguilles, stilettos, escarpins, ces obscurs objets de désir font l'objet d'une exposition à Brooklyn. Et puis, nous dépoussiérerons la philatélie, l'amour des timbres sort du placard. L'écrivain Thomas Darley nous expliquera comment, au Moyen-Orient, les timbres ont suivi la complexe géographie de la région. On démarrera au 19e siècle. Voilà pour le sommaire. Merci d'être avec nous sur i24 News. Est-ce que vous connaissez Omar Souleyman? Non, c'est étonnant parce que ce chanteur syrien est la dernière coqueluche du show business occidental. Avec sa djellaba et sa moustache, ce petit animateur de mariage est devenu un hipster, une tocade du monde occidental, allié à la guerre en Syrie. Une question, une réponse. Daniel Campos avec Sandy Fortis. Ses fans l'adorent alors que de nombreux critiques musicaux le malmènent et le considèrent comme une énième star éphémère. Le chanteur syrien Omar Souleyman, qui anime habituellement fêtes et mariages, est bizarrement devenu la sensation du milieu hipster occidental. Et même s'il ressemble beaucoup à un personnage du film Borat, c'est bel et bien une personne réelle, un vrai chanteur de dabke, ce style musical et de danse très populaire au Moyen-Orient. Omar Souleyman a de nombreux fans, parmi lesquels la célèbre star islandaise Björk et la rockstar britannique Damon Albarn, ancien membre du groupe Blur. Tous deux le soutiennent et ont déjà travaillé avec lui. Mais comment un petit chanteur de 48 ans, né dans un village isolé au nord-est de la Syrie, a-t-il réussi à devenir une star en Occident? C'est Mark Gergis, un producteur irako-américain du label Sublime Frequencies, qui a été le premier à mettre Omar Souleyman sur la scène internationale en sortant son premier album dans des pays occidentaux. Le producteur a réussi sa campagne de promotion en exagérant la popularité du chanteur dans son pays, affirmant même qu'il était une légende en Syrie. Résultat, le phénomène Omar Souleyman a démarré. Depuis, le chanteur s'est produit lors de prestigieux festivals aux quatre coins du monde, notamment à Glastonbury. On l'a également entendu au concert du prix Nobel de la paix à Oslo. Aujourd'hui, Souleyman et son acolyte, le musicien kurde Rizan Saïd, sont chez Domino Records, une filiale de Ribbon Music. En 2013, ils ont sorti leur premier album enregistré en studio, Wenu Wenu, un opus produit par l'icône de la musique électronique Fortet. Alors, est-il vraiment doué ou le public hipster est-il désespérément à la recherche d'une idole bizarre? Le mystère reste entier. Comment un homme approchant la quarantaine, vêtu de la tenue traditionnelle bédouine, est-il devenu célèbre auprès d'une foule d'hipsters alcoolisés, fumant des joints et dansant frénétiquement sur sa musique? La question reste en suspens. Que vous aimiez ou pas sa musique, son succès est en tout cas un miracle pour ses proches. Omar Souleyman parvient à nourrir sa famille et ses 9 enfants alors que son pays est en état de guerre. Il vit aujourd'hui en Turquie mais continue de rendre visite à ses proches en Syrie. En ce qui concerne la situation dans son pays, Omar Souleyman refuse de se positionner. Il se contente d'utiliser sa notoriété pour récolter des fonds afin d'aider les civils affectés par le conflit. Un autre phénomène, mais dans un autre genre, les chaussures de Céline Dion à Imelda Marcos, en passant par Carrie Bradshaw, elles font tourner les têtes. C'est le highlight du jour et il est signé David Gomba. Le talon aiguille, un objet désiré, fétichisé, collectionné. Dans tous les cas, objet de passion pour les shopaholics, ces folles du shopping.
C'est autour de cet accessoire que le Brooklyn Museum de New York a monté une exposition entièrement dédiée aux talons. Compensés, aiguilles, stilettos, une exposition qui donne le talon vertige. Organisée en 6 thèmes qui fait le tour de la chaussure et explore son potentiel architectural, artistique ou sculptural. L'occasion aussi de voir ou revoir des chaussures portées par des pieds de stars, des Ferragamo de Marilyn Monroe au United Nude de Lady Gaga. L'occasion aussi pour les novices d'entrer dans le monde de la fashion shoes et de l'accessoire, un marché porteur. La preuve, de Dior à Louboutin, en passant par Chanel, Tom Ford, Pierre Hardy et tous les autres. En 2 décennies, la chaussure s'est faite une place aussi importante que le vêtement dans les armoires. Alors courez voir cette expo, mais attention aux chevilles tout de même. On va passer maintenant à un sujet qui reste à la fois un mystère pour le grand public et une passion très tenace pour les collectionneurs, c'est la philatélie, l'amour des timbres. La philatélie, généralement, c'est plein de clichés, des collectionneurs grisonnants dans des boutiques poussiéreuses avec des albums verts en faux cuir. Eh bien non, aujourd'hui, nous avons un fou de timbres. Il est jeune, il est passionné. C'est Thomas Darley qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, bonjour Thomas Darley. Vous êtes donc passionné de timbres, je l'ai dit. Vous avez écrit ce timbre aux éditions Cherche Midi. Les timbres, Thomas Darley, c'est de la géographie. La géographie, c'est de la politique. Les timbres, c'est toujours politique. Disons que les timbres sont un témoin de l'histoire et de la géographie très important, puisqu'ils suivent tous les événements majeurs d'un pays ou d'une région. Chaque événement a son timbre, en fin de compte, que ce soit un coup d'État, que ce soit un changement politique, que ce soit un changement de nom de pays. Il y a toujours un timbre ou une émission qui vient témoigner de ce changement. Donc, on peut imaginer que dans la région du Moyen-Orient, et on va en parler dans quelques instants, les timbres ont une dimension tout à fait particulière. C'est une mine d'or. Je propose qu'on regarde un extrait de quelque chose qu'on a préparé pour vous et ensuite on en parle. Très bien. Il y a aussi un truc que j'avais oublié, maintenant que j'ai l'habitude d'envoyer des emails, des textos et autres tweets de manière parfaitement illimitée, c'est que pour envoyer une lettre postale extrêmement ringarde qui va mettre 3 jours à arriver, il faut payer. What is the fun? Voilà, c'est un extrait de Norman fait des vidéos. C'est notre façon à nous, un petit gag pour dire que finalement, les timbres, à l'heure du Internet et tout ça, on se demande qui les collectionne. Mais bon, c'était la petite... il y a une passion, puis il y a beaucoup de gens. C'est un messager du savoir très important. Le timbre papier aussi, c'est sublime de recevoir une belle lettre. Tout le monde récupère une lettre. Il n'y a pas une personne qui va jeter une belle lettre, des beaux timbres dans les bureaux, les secrétaires. Tout le monde récupère les timbres, au moins pour un petit cousin, une grand-mère, un copain. Donc il est très rare que quelqu'un jette un timbre. Il y a un amour presque de tout le monde et un respect du timbre. Je trouve ça admirable de voir un jeune homme beau, élégant, jeune, s'intéresser aux timbres. Alors, on va parler, si vous voulez bien, des timbres dans la région du Moyen-Orient. Qu'est-ce qu'il y avait comme timbre sous l'Empire ottoman? Alors, ce qui est intéressant, c'est que le Moyen-Orient, le Levant de l'époque, est une mine d'or en philatélie. C'est-à-dire que ça, c'est les premières postes, les postes ottomanes. Et les postes ottomanes, autour de 1850, apparaissent les premiers timbres au Moyen-Orient. Mais nous n'avons pas seulement une seule émission de timbres comme tous les pays du monde, mais 5 ou 6 pays qui peuvent affranchir, qui ont des bureaux au Moyen-Orient, à Jérusalem et à Jaffa, et qui affranchissent avec leur propre timbre. Les Italiens, c'est une espèce de melting pot. Voilà, les postes ottomanes laissent le droit aux postes des grands pays européens comme la France, l'Allemagne, l'Italie, la Russie, d'avoir leur propre poste pour qu'elles soient plus sûres et plus rapides. Et leur laisse utiliser leur propre timbre. Donc ça fait des lettres rarissimes. Voilà, ça c'est les postes françaises en Syrie de Jaffa, le Levant français qui recouvrait toute la région. C'était des timbres français on avait juste changé un petit nom, Levant, et ça avait valeur en Syrie, au Grand Liban, partout. Voilà, ça c'est les tout premiers timbres de Jérusalem. Et tout était centré à Jérusalem, c'est-à-dire cet assemblage. Jérusalem et Jaffa, voilà. Les petites villes sont très très rares, les bureaux dans les autres petites villes sont très très rares, mais en général, tous les courriers, il y avait énormément d'Européens, énormément de sociétés, et tout le commerce partait du port de Jaffa. J'imagine que ce sont des timbres très rares. Très rares, il y a des collections. Le bureau italien. Bien sûr, je viens de voir d'ailleurs la plus belle collection mondiale, la médaille d'or d'un collectionneur qui s'appelle M. Karpowski, qui est la plus belle collection au monde, qui a été médaille d'or. Il fait partie des 100 plus grands collectionneurs au monde. C'est le club de Monaco qui regroupe des collections qui valent au minimum 10 ou 20 millions d'euros ou de dollars. Et on retrouve bien sûr toutes les têtes couronnées, la reine d'Angleterre, enfin les grandes personnes. Mais j'ai vu cette collection, c'est la plus belle collection d'Israël et justement des bureaux à Jérusalem, et c'est fantastique. Voilà, il a 75 ans, il a réuni les plus belles pièces du monde.
Alors justement, ensuite c'est la guerre 14-18. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'incidence sur les timbres? Alors tout d'abord, au début de la guerre de 14, bien sûr, les Ottomans rentrant en guerre avec la France, l'Italie, renvoient tous ces bureaux, les ferment puisqu'ils deviennent donc ennemis. Et donc on doit attendre la défaite des Ottomans et des Allemands en 18 pour que la France et l'Angleterre reprennent tous les territoires ottomans. Ce ne sont pas que des timbres anglais, non? Français, non, anglais, français-anglais, puisque les bureaux français, c'est le mandat français sur le Grand Liban, la Syrie, les Alaouites. C'était un petit pays qu'ils avaient créé eux-mêmes pour que. C'est ce qu'on voit là. Ça, c'est le Grand Liban français. Vous voyez, tout écrit en français. Voilà, c'est drôle parce que c'est des piastres. Voilà, donc parce qu'il y a une question économique aussi. Alors quelle est la monnaie On utilise la monnaie locale, en fin de compte, mais sur des timbres français. On prend des timbres français et puis on surcharge par-dessus le piastre. C'est les mêmes timbres. Les timbres sont en français et donc ça fait des choses. D'ailleurs, on apprend de l'histoire, par exemple, quand on voit le territoire des Alaouites qui a été créé qui a ses propres timbres. C'est à ce moment-là que les Français ont décidé de diviser les sunnites et les chiites en faisant une petite particularité pour les Alaouites, c'est les descendants, les ancêtres d'Al-Assad. C'était en fin de compte les Français qui ont créé cette entité pour faire un contrepoids aux rébellions sunnites en face. Et les timbres ont suivi. Et les timbres en témoignent, bien sûr. Donc on arrive en 1948 dans la région. Alors, et 48. c'est une déclaration de l'État hébreu, de l'État juif d'Israël. Quelle est l'incidence? Alors juste avant, il y a une profusion de documents philatéliques fantastiques. Juste avant la déclaration, les Anglais s'en vont avec tous les stocks de timbres. Il n'y a plus aucun timbre. Il n'y a plus de timbre. Le mandat britannique a tout parti. Et là, on se retrouve sans timbre. Alors les kibboutz souvent sont assiégés par des armées arabes, des légions arabes, donc il n'y a plus de timbres, il n'y a plus rien, il faut absolument envoyer le courrier. Alors on prend des anciens timbres de bienfaisance, des timbres de charité qu'on vendait pour l'aide d'Israël, on les surcharge dehors et on en fait des timbres et ça circule comme ça, ce qui est rarissime. Ou bien on crée des propres timbres pour des kibboutz. Voilà, ça c'est les timbres de bienfaisance. Voilà, ça c'est la première lettre d'Israël, par exemple, la première qui a servi. Mais avant ces séries-là, d'abord c'est la panique, donc on surcharge, on crée des timbres. L'ambassade de France n'a plus aucun timbre, donc elle prend des timbres français, la surcharge. Voilà, Jérusalem. Ça c'est les postes françaises qui surchargent Jérusalem parce qu'on n'a plus de timbres. Et ça fait des timbres très rares et très demandés, très collectionnés. Oui, bien sûr, ils doivent avoir une grosse valeur. Les Tchon, c'est des timbres très rares aussi. Et donc les timbres israéliens sont apparus et vous nous avez expliqué hors micro quand on a préparé l'émission avec le tab. Le tab. Le tab, c'est la spécialité des timbres israéliens. C'est pas ça, non, ça c'est pas ce qu'on voit. Ça c'est plus récent. Mais les premiers timbres de 48 ont une spécialité. Les Israéliens sont les seuls timbres au monde à avoir un tab, une petite vignette blanche accolée au timbre, avec une petite explication dessus. Et toute la valeur du timbre israélien. Je voudrais qu'on les voit, si c'est possible, de voir ces images. Les tables, avec les tables. Le monde entier collectionne les tables d'Israël. C'est unique au monde. C'est une spécialité israélienne. Et s'il manque ce petit bout de papier, le timbre perd quasiment toute sa valeur. Donc ça voulait dire que c'était les premiers timbres israéliens qui étaient validés comme timbres israéliens. Voilà, c'est le mai 48. Au début, donc c'est un peu la pagaille avec toutes les postes. Il y a même des kibboutz qui sont assiégés et qui créent leur propre timbre pour les faire passer par la voie maritime depuis Jaffa jusqu'à Naharia, par exemple. Il n'y a plus de timbre, donc on est obligé de passer par la mer et de créer ses propres timbres. Bon, et après, quand la pagaille dans les postes est finie, on arrive à la première série d'Israël, les monnaies antiques du peuple juif. C'est les monnaies antiques de l'Antiquité. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a des timbres de l'autorité palestinienne? Alors aujourd'hui, voilà, oui, depuis les années 90, l'autorité palestinienne émet ses propres timbres, voilà, des propres timbres qu'on appelle de thématiques avec des beaux sujets, le sport, ça c'est Noël à Bethléem en 2000. Alors c'est des timbres, voilà, en général, c'est une poste qui est encore balbutiante, qui commence, qui démarre, mais en fin de compte qui pourrait être intéressante parce que depuis 2008, ces timbres ont valeur d'affranchissement, ce qui n'était pas le cas avant, c'était plus de la thématique, des belles images et des belles couleurs. Mais maintenant, ils sont valables. Ils sont valables et en passant par la Jordanie, on peut envoyer des lettres depuis le territoire et je pense que ça pourrait devenir des objets de valeur et des choses collectionnées parce qu'il y en a très peu. Donc avis aux amateurs, je pense qu'il faut récupérer toutes les lettres venant des territoires ayant voyagé, surtout, c'est le plus important. Oui, bien sûr, il faut que c'est voyagé. Si ça a voyagé, ça pourrait devenir très rare dans le futur. Merci beaucoup Thomas Darlé. Je rappelle votre livre qui est absolument passionnant. Ça raconte l'histoire du monde et en particulier l'histoire du Moyen-Orient. Fou de timbres aux éditions du Cherche. C'est moi qui vous remercie. Merci.
Voilà une interview qui a été enregistrée avant ce journal. On va se quitter en musique. Chaque année, près de 11 000 concerts sont organisés dans le monde en la mémoire de Daniel Pearl, égorgé au Pakistan il y a 12 ans. À New York, un grand concert sera donné cette semaine à Brooklyn avec entre autres la présence de l'artiste israélien Doudou Tassa. En Israël, le concert a eu lieu le week-end dernier dans la ville de Lod. On va se quitter sur un extrait de ce concert. Sur scène, il y avait David Broza et puis la chanteuse israélienne arabe Mira Awad. Merci. À demain, juste après, c'est l'info qui continue sur i24 News. أنتِ ملح البحر النور والحقيقة המלח והים הם את الحقيقة في الصحو أو في السكر فيهين إحساسي